Ouh. Eh ben alors là, quel film fantastique. Je crois que j'ai pas vu un film aussi fou de toute ma vie. C'est quoi ça? Ah merde, attendez. Attendez une seconde. Voilà. Encore un peu, j'ai failli me faire cramer. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Spider-Man Across the Spider-Verse, le film qui est sorti hier dans nos salles, et quelle claque! Je trouve que ce film est extraordinaire. Je peux pas cacher mes émotions, je trouve que ce film est vraiment magnifique. Et on en parle ici dans cette vidéo, donc j'espère que vous êtes prêts. Il y aura une première partie sans spoiler avant de passer plus en spoiler par la suite. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même regarder cette vidéo dans un court temps. Je vais essayer d'abord de parler des aspects techniques sans trop rentrer dans les détails du film. Mais franchement, ce film, allez le voir, allez le voir. J'espère en tout cas vous avez vu le premier film, mais celui-ci, il est vraiment un cran dessus, selon moi. Il est vraiment fabuleux. Donc voilà, Spider-Man Across the Spider-Verse, qu'est-ce que ça raconte? On retrouve Miles Morales et ses amis, un peu chacun dans leurs univers, quelques temps après les événements du premier film, et dans ce second film, ils se retrouvent pourchassés par tout plein de Spider-Man, comme vu dans la bande-annonce. Alors évidemment, pour cette partie sans spoiler, je vous décris le film tel qu'il a été vendu. Je vais pas non plus trop rentrer en détail parce que je pense que ça spoil assez vite. On va se référer donc aux bandes annonces qui ont été proposées et donc la façon dont ça a été abordé. Donc voilà ce qui se passe globalement, mais c'est vraiment rien du tout par rapport à tout ce qu'on peut voir dans ce film. Franchement, si vous pensez avoir vu le film en voyant les bandes annonces, franchement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le film ne dévoile rien du tout pendant les bandes annonces. Je vous jure que c'est rien du tout. Les 3 minutes que vous voyez là, c'est vraiment du hors contexte. Donc, franchement, ce film est vraiment fou. Du début à la fin, t'es pris et tu te sens vraiment poussé dans une aventure à travers le multivers. Tu découvres beaucoup d'univers différents. Et alors, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de personnages qui interagissent les uns avec les autres. Et franchement, je trouve que la façon dont ça a été abordé, c'est vraiment fou. Vraiment une dinguerie. Une dinguerie. Enfin voilà, donc du côté un petit peu plus de l'histoire, de mon ressenti à chaud, c'est vraiment un truc qui est vraiment formidable. Après, si je peux penser à plus de la technique, la façon dont les images ont été travaillées, je trouve que c'est le plus beau film d'animation que j'ai vu de toute ma vie. Je pense pas avoir vu aussi beau. Déjà que le premier film mettait la barre très haute au niveau de l'animation. Ils avaient raflé l'Oscar de meilleur film d'animation en 2018. Enfin, ce film-ci est pour moi celui qui pourra remporter l'Oscar de meilleur film d'animation de l'année 2023. Parce que je pense pas qu'on puisse faire mieux que ça. Il y a différents aspects de l'animation qui sont abordés dans ce film. Il y a de l'animation, ici, de la 3D, de la 2D, un petit peu plus de la BD. Il y a vraiment différents styles qui sont amenés, des couleurs qui changent en fonction de l'endroit où tu te trouves. Je pense notamment au monde de Gwen Stacy, qui, pour le coup, a vraiment une identité visuelle propre. C'est vraiment très pastel, comme vous pouvez le voir sur la photo ici. C'est vraiment un mélange de bleu, de rose et un petit peu de pointes de rouge par moment. Et il y a cet aspect dans ce monde où, quand tu ressens une émotion, les couleurs autour de soi changent. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et le monde de Gwen Stacy est un monde assez ressemblant à celui de Miles Morales, mais où tu sens que t'as l'impression que la couleur est dépeinte. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est super beau, ça rend super bien. Il y a vraiment on va dire comment, une bavure de couleurs, je sais pas comment on l'explique. Un peu la couleur qui est un petit peu tachée sur la longueur. Et ça rend super bien pour son univers. Et franchement, il y a vraiment des univers qui sont vraiment super beaux. Et je pense qu'on en explore une 5, 6, voire 7, ou peut-être même 8 univers différents. Il y a vraiment beaucoup d'univers qui sont exploités. Et je pense que pour la suite, on en verra davantage. Mais pour le moment, ce film est le meilleur film qui traite du Spider-Verse que j'ai pu voir de ma vie. Si vous pensez avoir vu quelque chose de très bon au niveau du Spider-Verse avec No Way Home, mettez-vous le doigt dans l'œil, parce que No Way Home, il est pas incroyable en termes de Spider-Verse, de la façon dont le multivers a été traité. C'était vraiment un événement, on va dire, No Way Home. On va retenir ce film-là comme un gros événement nostalgique. On va retrouver Toby et Andrew. Et ici, c'est vraiment le Spider-Verse qui est exploité au-delà du fanservice. On sent que on a vraiment privilégié l'histoire, la façon dont le Spider-Verse a été traité, et d'une manière
incroyablement bien faite, je trouve, et je pense pas qu'on puisse faire mieux que ça pour expliquer l'univers, les multivers, et la façon dont c'est abordé dans ce film, c'est vraiment très très fou. Et au niveau de la technique, de la musique qui joue très fort aussi sur les ambiances, sur les moments, je trouve que c'était vachement très bien amené également. Il y a beaucoup de musiques qui reviennent du premier film notamment. Et il y a des nouvelles musiques ici pour ce second film qui est vraiment fabuleux. Et voilà, donc au niveau de la musique et de l'aspect technique, il n'y a pas à dire, le film est magnifique. Je pense que tu as vraiment beaucoup de plans qui ont été travaillés. Tous les plans de ce film sont travaillés de fou. Et tu sens que ils ont fait vraiment ça avec le cœur. Et tu sens que ce film, quand tu vas le voir au cinéma, si vous n'avez pas encore vu ce film, allez le voir. Vous allez vraiment passer un moment d'émerveillement face à tout plein d'images, d'animations, des dessins. Et c'est vraiment ça parce que chaque frame représente une œuvre d'art, selon moi. Parce qu'il y a vraiment des détails dans chaque plan de ce film. Et c'est ça qui est un petit peu fou, c'est que c'est pas facile toujours de pouvoir se retrouver en regardant par-ci, par-là. Il y a des easter eggs dans tous les sens. Il y a vraiment toute cette partie-là qui est folle. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails et j'adore la façon dont l'image est travaillée. Et c'est encore plus travaillé avec les différents univers dans ce film-ci, plutôt que dans le premier film, où c'était différents personnages qui venaient de différents univers dans l'univers de Miles. Ici, c'est plutôt Miles qui va dans les univers de plein de gens. Donc, on voit vraiment la patte artistique qui est différente en fonction des univers. Et il y a vraiment des univers qui font des références à beaucoup de choses de la pop culture. Et j'étais vraiment scotché, en fait, de me dire, ils ont vraiment été faire cet univers-là, quoi. Et ils l'ont fait. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Je pouvais pas rêver mieux pour un film Across the Spider-Verse. C'est, pour moi, le meilleur film d'animation de tous les temps, je vous le dis. Voilà, maintenant qu'on a parlé vraiment de la technique, niveau des effets, des dessins, tout ça, c'est vraiment quelque chose de fou, vraiment incroyable. On va parler un petit peu plus des personnages. Et on va commencer avec le personnage principal de ce film, à savoir Miles Morales, qui pour le coup a une très belle évolution au niveau de sa famille, la relation avec ses parents. Tu sens que maintenant qu'il est Spider-Man, il a vraiment sa part de responsabilité entre être Spider-Man, mais aussi être le jeune étudiant qu'il est, et aussi le fils avec ses parents. Tu sens que forcément, il va pas révéler qu'il est Spider-Man à ses parents, et il y a vraiment tout cet aspect qui est un petit peu compliqué pour lui avec la relation de ses deux parents que voici. Et je trouve que dans ce film, on a vraiment plus de présence de la mère. Autant dans le premier film, on avait le père qui était vraiment le plus présent. Et dans ce second film, on retrouve la mère aussi présente que le père. Et il y a vraiment tout ce questionnement de savoir s'ils sont de bons parents envers Peter, enfin envers Miles, pardon, je les confonds. Et non, franchement, je trouve qu'il y a vraiment toute la relation qui est vraiment bien amenée. Et comme quoi il y a une relation de confiance qui vient s'installer entre les parents et leur fils. Et je trouve que c'était aussi un bon moment émouvant dans ce film. Et le père qui est vraiment, je trouve, adorable. Ce mec est une crème. Et la maman, même sa maman est un petit peu plus sévère, mais tu sens que c'est son rôle de maman protectrice qui prend le dessus. Et je trouve que la relation des parents est très bien exploitée, beaucoup plus que dans le premier film. Mais que ce soit un film qui se passe énormément de choses, on prend le temps quand même de discuter, de se poser. Et je trouve que c'était vraiment extrêmement bien rythmé par rapport à ça. Il y avait vraiment des moments plus rapides, des moments plus posés, et c'était vraiment bien amené, surtout avec la famille. Maintenant que nous avons parlé des parents de Gwen, de Miles et de Miles, on peut parler maintenant de Gwen. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que le film commence avec elle. Voilà, je vais pas trop en dire par rapport à ça, mais en gros, elle a du mal, après être revenue du monde avec Miles, et elle a du mal, on va dire, de se faire des amis. Hein, comme vous le savez, dans le premier film, elle a perdu son Peter Parker de son monde, et tu sens que elle essaye justement de se faire des amis, mais tu sens que c'est pas Miles en fait. Elle a ce manque en fait de Miles, cette connexion qu'ils avaient tous les deux,
qu'elle n'arrive pas à retrouver dans son monde. Et donc dans ce film, on découvre son père, un petit peu plus son intimité. Ça, c'est vraiment bien joué aussi, la façon d'aborder plus le côté de Gwen Stacy avec son père. Et je trouve que c'était aussi des moments touchants. Et bon, la partie avec Gwen prend quand même pas mal de temps au début du film. Ça met du temps à démarrer un petit peu, mais ça permet vraiment de poser les bases de l'évolution, on va dire, pas de l'évolution, mais du personnage de Gwen. La façon de penser, sa façon d'être, et tu sens que on développe un peu plus son personnage, bien qu'il était déjà assez développé dans le premier film, mais ici on a vraiment le point de vue depuis son univers, et ça je trouve que c'était vraiment très réussi, avec vraiment de très belles couleurs, du beau bleu, du rose, et vraiment des variations de couleurs qui se font en fonction des émotions, et ça je trouve que c'était incroyablement bien joué. Ensuite, on va passer plus aux autres personnages qui sont, on va dire, moins apparus dans le film, mais qui a aussi toute son importance. Je parle bien évidemment de Miguel O'Hara, qui est donc le Spider-Man 2099, ou 99 pour les Français. Ce personnage est menaçant. Je sais pas ce qu'il a dans ce film, il a vraiment une dent contre Miles. Alors qu'il... je veux pas spoiler, mais en gros, il a vraiment une dent contre Miles en particulier, alors que il n'a pas vraiment le besoin d'avoir autant de haine envers ce Spider-Man-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce personnage qui est une menace pour Miles, et tu sens que c'est un gars qui a perdu beaucoup de choses, et qui a envie de faire le bien lui aussi. Donc, il y a vraiment toute cette part aussi qui fait que il y a pas mal de conflits qui viennent se créer entre lui et les autres personnages, même les autres personnages entre eux. Je vais pas trop révéler maintenant pour éviter de trop spoiler. Et donc tu sens que Miguel, quel homme, Oscar Isaac dans le rôle. Bon, après il était, moi je l'ai vu en VF, donc c'était la VF qui l'a fait. Je crois que c'était Mathieu Kassovitch. Je trouve qu'il était convaincant aussi, il avait une bonne voix pour le rôle, mais le personnage est charismatique. Il a vraiment une prestance, et tu sens que dès qu'il est à l'écran, il a une menace en fait, parce que même si il a des alliés avec lui, tu sais pas si il va rester allié avec eux, ou si tu sens qu'il va pouvoir mettre des coups de pression. Franchement, ça j'ai même ressenti dans la salle, c'était vraiment très fort, il était très poignant ce personnage-là. Et ouais, c'est fou quoi, c'est fou. Ensuite, on va parler d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants. Le Spider-Man de l'Inde, le Spider-Man indien, je crois que c'est Pavitr, je sais pas quoi. En gros, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est comique, hein, mais il a un peu son côté humoristique et son monde, Mumbattan, donc la version indienne de son monde, est aussi très bien représenté. Beaucoup de costumes différents, la musique qui est vraiment très musique indienne, comme vous pouvez retrouver dans les pays indiens. Et tu sens qu'il y a vraiment toute... C'est ça que j'aime bien dans ce film. Désolé, je m'interromps, mais j'adore dans ce film, c'est que tu peux regarder ce film et que tout le monde puisse être représenté. Et quand je dis tout le monde, c'est la majorité des personnes, bien évidemment. Mais tu peux regarder ce film et tu peux te dire, oh trop bien, il y a un Spider-Man, indien, comme ici, je peux me sentir à sa place si t'es indien, par exemple. Il y a d'autres personnes qui vont dire, bah tiens, c'est trop bien, lui, je peux me sentir à sa place. Il y a vraiment le fait qu'il y a des Spider-Man pour tout le monde, et pour tous les goûts, et pour toutes les couleurs. Et ça qui est beau. Et je trouve que la façon dont les univers sont abordés, c'est vraiment très très bien. Et son univers à lui, Mumbattan, donc l'univers du Spider-Man indien, est vraiment très sympathique. C'est un petit peu plus une métropole où tu as vraiment beaucoup de monde, et tu vois que voilà, ce monde est vraiment très vivant. Et c'est ça qui est sympa aussi. Après, on va passer au Spider-Punk, qui est, je sais plus, c'est Obi, je sais plus comment, mais le Spider-Punk, qui est donc la voix de Daniel Kaluuya en VO, mais en français, je ne sais pas qui fait la voix, et ce mec est... ce mec s'en fout de tout, et ce mec est fou, quoi. Il est un petit peu en dehors de tout, et c'est un petit peu la touche relax, quoi. Le mec sans pression, il est vraiment sympa, et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire à propos de lui, juste que c'est un mec qui est, il est badass, quoi. Il est là, il a sa guitare, il balance, il fait sa musique, tout ce que tu veux,
il est là, il sait ce qu'il fait, et tu sens que lui, plus rien l'atteint, quoi. Tout lui passe au-dessus, et ça qui est fou aussi. Après, un autre personnage qu'on avait vu dans le premier film, qui est un personnage vraiment très important, mais dans ce second film qui est vraiment beaucoup plus mis de côté, je parle de Peter B. Parker, le Spider-Man, qui avait divorcé de Mary Jane dans le premier film, et qui, ici, se retrouve avec sa fille Mayday. Donc, tout va bien pour lui de son côté, il a retrouvé Mary Jane, il a sa fille, il ajoute, on va dire, dans ce film, le côté un peu plus humoristique. Ouais, il est vraiment beaucoup moins important, moins impactant dans ce film, et tu sens qu'il a des motivations envers Miles. Il vient dire, voilà, Miles, voilà, c'est un peu grâce à toi que j'ai eu envie de pouvoir créer ma propre famille, etc. Parce que tu sens que dans le premier film, il ne voulait pas du tout d'enfant, et ici, comme vous avez vu dans la bande-annonce qu'il y avait Mayday, c'est qu'il a eu forcément une enfant. Donc ça, c'est pas un spoil, donc de ce côté-là, tout va bien. Et voilà, il n'était pas très présent dans ce film, mais il apportait cette petite touche humoristique, comme je viens de vous le dire, qui était plutôt sympathique, ma foi. Ensuite, on va revenir donc à l'ensemble de la Spider Society, qui est... Pouah, le nombre d'easter eggs qu'il y a à ce moment-là, c'est inimaginable. Il y a au moins une trentaine d'easter eggs en 5 minutes, quoi. Il y a énormément d'easter eggs, et pour tous les goûts. Et ça, vous n'êtes pas prêts, je vais revenir un petit peu plus en spoiler, mais il y a des easter eggs dans tous les sens, et c'est fou, parce que c'est vraiment le QG de tous les Spider-Man, la Spider Society, et ça, quand ils ont dit la Spider Society, je sais pas pourquoi j'ai tilté, je me suis dit, mais en fait, la Spider Society, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, hein, mais je pense qu'on en reviendra plus tard dans une autre vidéo, mais pour le moment, la Spider Society est vraiment monumentale. Il y a des Spider-Man qui viennent de tous les horizons, et si t'es un fan de Spider-Man, je pense que tu vas avoir un moment de satisfaction grandiose devant ce film. Comme moi, par exemple, je suis un grand fan de Spider-Man, je vous jure que j'étais en adoration devant cette scène de la Spider Society, quand tous les Spider-Man commencent à le poursuivre, c'était incroyable. C'était vraiment une dinguerie. Franchement, il n'y a rien de plus à dire là-dessus, mis à part que c'est une dinguerie. Alors, on a vraiment beaucoup de plans qui sont inversés, qui vont dans tous les sens, qui tournent, et ça rend super bien avec l'idée qu'on se fait des Spider-Man, où vous savez, ils aiment être sens, dessus, dessous, vraiment être retournés dans tous les sens, et je trouve que la mise en scène aussi, surtout dans cette séquence-ci, c'était vraiment très bien exploité. Voilà. Bon, j'ai déjà énormément parlé en non-spoiler. Maintenant, je vous propose de parler en spoiler de ce film parce que je n'en peux plus. J'essaye de rester très vague pour ne pas trop spoiler. Maintenant, parlons en spoiler. Nous pouvons aborder le sujet du film. Vraiment. On peut parler donc aussi de... attendez que je retrouve... Voilà, j'ai trouvé la photo. C'est celle-ci, la fameuse tache. Alors, The Spot, la tache, est présentée comme un mec amateur, un ennemi amateur. Il s'auto-proclame comme étant l'ennemi juré de Miles Morales, mais en fait, le mec est un amateur au début du film. Donc il explique, et c'est bien expliqué d'ailleurs, c'est que le mec a été transformé à cause de Miles Morales, pendant que lui l'a transformé en Spider-Man. Dans le sens où c'était lui qui était derrière toutes les expériences autour du Zapotron, je sais plus comment, ce qui a permis de faire exploser tout ce problème multiversel dans le premier film. Et ensuite, il a été donc contaminé par ça, et est devenu la tache. Donc c'est un mec qui est rempli de trous, qui peut se déplacer, faire des trous et mettre sur ses autres membres du corps à n'importe quel endroit. Et dans le multivers. Et ça, c'est pas mal exploité, et tu sens que petit à petit, le mec, il prend de la place, et il y a un moment où il se transforme, où la tache devient toute noire, et c'est tout simplement fou. Tu sens que dans Beyond the Spider-Verse, la grosse menace ne sera pas ce que je vais vous dire après, mais lui. Est-ce que vous avez compris ou pas? Est-ce que vous comprenez le point de vue ou pas? Moi, je vous dis, la tâche, dans Beyond the Spider-Verse, il va détruire des univers. Il va raser. Oups, excusez-moi. Il va raser des univers. Mais pas qu'un.
pas 2, mais au moins 3 ou 4. Facile. Et je me demande même s'il ne va pas raser l'univers de Gwen pour que celle-ci puisse se retrouver dans l'univers de Miles. Bref, bon, je me dis, la tâche va être une menace dans le prochain film, et tu sens que c'était vraiment le film d'introduction pour la suite, et j'ai hâte de voir son personnage, et tu sens que c'est un petit peu un mec drôle au début, tu vois, il est un petit peu sympathique, il est méchant malgré lui, et après, il prend un petit peu plus confiance en lui, il a envie de se prouver comme quoi il a une valeur de méchant. Et donc là, ça vient tout dégommer par la suite, mais tu sens que ce personnage-là est fou, quoi. Il va devenir fou. Il va devenir vraiment dingo. Voilà, la Tâche est un personnage que je trouve très intéressant au premier abord, et il faut pas le sous-estimer, bien que dans ce film il n'a pas été très présent, on l'a vu par-ci par-là, et c'est ça la quête de base, c'est qu'ils vont essayer de le retrouver pour empêcher de détruire, on va dire, des univers, quoi. Et donc là, la Tâche, c'est vraiment un petit personnage qui, je pense, va être très puissant par la suite. Ensuite, on peut revenir un peu plus sur l'aspect de Gwen, qui révèle à son père, au début du film, qu'elle est Spider-Gwen. Et ça, c'est sympa aussi. C'est quelque chose de... On va dire de... Son père le prend mal. Et voilà, c'est à cause de ça qu'elle a rejoint la Spider Society, parce qu'elle n'avait plus sa place dans son monde. Et c'est ça, en fait, la Spider Society recrute des personnes qui n'ont plus vraiment, je pense, leur place, et qui recherchent un petit peu plus de pouvoir défendre, on va dire, le multivers, le Spider-Verse, comme ils le disent dans le film. Et voilà, donc tu sens qu'il y a vraiment tout ce truc de je n'ai plus ma place dans mon monde, du coup je vais aller dans le monde des autres pour pouvoir les aider, les sauver, régler tous les problèmes multiversels. On revient sur ce personnage, Miguel O'Hara, qui vient donc approuver que en fait Peter a commis l'irréparable dans le monde de Spider-India, qui en fait détruit tout ce qui devait se passer. Il y avait un événement Canva, comme ils le disent dans le film, qui devait se passer dans ce monde-là, sauf que Miles est intervenu et a empêché que cet événement vienne, donc c'était la mort du père de sa copine, donc du Spider-Man Ninja, et en fait, à cause de ça, ça a créé un problème dans le multivers qui pourrait détruire tout. Et donc c'est à cause de ça que Miguel est contre lui, et en veut après lui. Et après il lui dit, écoute, c'est pas grave, on va essayer de réparer ça, mais maintenant, dans ton univers, il va se passer ça d'ici 2 jours, à savoir la mort de ton père, et tu ne pourras rien y changer. Et là, t'as Miles, quand même, il se dit, non, je veux pas que mon père meure. Je vais pas le laisser faire, tu vois. Et c'est là qu'il se rebelle, et qu'on a la fameuse scène que vous voyez juste ici, ou enfin, une des scènes juste après ça, où t'as tous les Spider-Man qui viennent à sa poursuite, parce que il va risquer la vie de son père, il va sauver la vie de son père, et au final, risquer de détruire le Spider-Verse. Et c'est pour ça que son côté égoïste, on va dire, parce que c'est un petit peu égoïste de pouvoir penser que pour son père, mais après en même temps, je pense que j'aurais fait pareil, et il va risquer tout le Spider-Verse, et c'est ça qu'après tout le monde est à sa poursuite, et qui vont essayer de le chasser un petit peu à travers le multivers. Il parvient ensuite, à la fin du film, à être renvoyé chez lui, sauf que il n'est pas renvoyé chez lui. Il est renvoyé dans un univers où... Attendez, ça devient technique. Il est renvoyé dans l'univers dans lequel l'araignée qui l'a mordu est originaire. C'est-à-dire que l'araignée qui l'a mordu venait du multivers. C'est-à-dire que lui, il vient de l'univers 1610, l'araignée qui l'a mordu vient de l'univers 42. Et donc, Miles est retourné dans l'univers 42, à savoir l'univers de l'araignée qui l'a mordu. Et c'est là que il vient la fin du film avec le fameux cliffhanger où tu retrouves Miles qui se fait kidnapper par son oncle Aaron, qui n'est pas mort dans cet univers-là. Et en fait, ce n'est pas le Prowler, parce que le Prowler dans cet univers-là, c'est Miles. C'est son autre version, son variant. Et ça, c'est fou. Et donc, le film se termine là-dessus, un cliffhanger où t'as Gwen Stacy et les autres membres du premier film qui vont essayer de se rassembler pour poursuivre Miles, poursuivre les autres qui chassent Miles à travers le multivers et essayer de le sauver pendant que lui est sous l'emprise de son variant. Et ça, c'est fou. Ce film était vraiment fou.
Je vais m'arrêter là, je vais pas trop discuter non plus parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. On est déjà à une demi-heure de tournage, c'est énorme. Mais sachez que ce film est le meilleur film d'animation de tous les temps selon moi. Voilà, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est allez le voir, allez le revoir. Moi je compte aller le revoir bientôt, mais franchement c'était une dinguerie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui se retrouve juste en dessous de la vidéo, et aussi à me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram pour découvrir mes autres contenus que je peux vous proposer. Et en attendant, il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.